Bienvenue, merci de suivre la chaîne des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons vous conter des témoignages pris dans le rapport Cometa, issu des années 1900. 3 pilotes français confrontés en vol à des ovnis sont venus témoigner devant le comité. Leurs témoignages sont d'autant plus intéressants qu'appartenant au monde de l'aéronautique, ils savent apprécier au mieux que d'autres les phénomènes aériens. Monsieur Giraud, pilote de Mirage 4, 7 mars 1977. Le déroulement de cet incident a été reconstitué à partir des échanges radiophoniques entre le pilote et le contrôleur qui, selon la procédure en vigueur dans tous les centres de contrôle, sont systématiquement enregistrés et conservés pendant un certain temps. L'incident s'est produit le 7 mars 1977 vers 21h, heure locale, dans le travers de Dijon, alors que le Mirage 4 est de retour, pilote automatique branché, vers Luxeuil après une mission de nuit. À l'altitude de 9600 mètres, évoluant à la vitesse de Mach 09, les conditions de vol sont très bonnes. Le pilote, Hervé Giraud, et son navigateur observent à 3 heures, le code horaire, de leur avion une lueur très brillante. À la même altitude, venant à cap collision vers eux et se rapprochant très vite. Nous la désignerons assaillant, A1, dans la suite de l'exposé. Le pilote interroge la station radar militaire de Contrexeville, qui les contrôle, pour demander s'ils ont eu un contact radar sur l'avion venant vers eux. En effet, le pilote et le copilote pensent que c'est un intercepteur de défense aérienne qui, comme cela se pratique couramment, cherche à intercepter leur avion pour ensuite l'identifier au moyen de son phare d'identification. Le contrôleur radar, qui n'a aucun contact radar correspondant sur son scope, répond par la négative et demande au pilote de vérifier leur oxygène. Cette demande de la part du contrôleur est une procédure de secours classique. Elle montre bien que celui-ci est si surpris par les questions de l'équipage qu'il pense à un ennui d'oxygène susceptible de générer une hallucination. L'assaillant A1, maintenant son cap vers le vitrage qu'il est obligé de serrer de plus en plus pour essayer de garder le contact visuel sur A1 et l'empêcher de se placer secteur arrière. Malgré cette manœuvre, A1 s'installe derrière le Mirage 4 à une distance estimée de 1500 mètres. À ce moment, le pilote renverse son virage pour retrouver un contact visuel sur A1. Il voit la lueur s'éloigner très rapidement à 11 heures. Il reprend le cap sur Luxeuil. Mais 45 secondes après sa reprise de cap vers Luxeuil, se sentant observé, selon ses propres termes, le pilote dit à son copilote: «Tu vas voir, cela va revenir». Et effectivement, une lueur identique, que nous appellerons A2, apparaît à 3 heures. Le pilote alors engage un virage très serré pour dégager son appareil de ce qu'il considère désormais comme une menace réelle. La lueur suit l'évolution du Mirage 4 pour se placer secteur arrière à une distance estimée de 2000 mètres. Le pilote renverse, comme précédemment, et voit à nouveau la lueur disparaître dans les mêmes conditions. La tour de contrôle n'a toujours pas de contact radar sur l'assaillant. A2, pilote et copilote poursuivent leur vol et rejoignent normalement la base de Luxeuil. Voilà pour les faits. 2 points méritent d'être soulignés. Seul un avion de combat aurait pu avoir un comportement comparable à celui de A1 et A2, en termes de vitesse, manœuvrabilité. Dans ce cas, la tour de contrôle aurait eu un contact radar sur cet avion.
surtout à cette altitude, contact qu'il aurait d'autant mieux visualisé qu'il n'y avait aucun autre trafic aux alentours du Mirage 4. Compte tenu des évolutions apparentes de A1 et A2, qu'ils soient un même engin ou non, leur vitesse ne pouvait être que supersonique, ce qui dans le cas d'avions de combat, se serait traduit au sol par un bang sonore très important du fait du phénomène de focalisation de l'onde de choc générée par le virage. Cela aurait été d'autant plus remarqué dans les environs qu'il faisait nuit, or aucun bruit n'a été perçu dans la région.